Pavel, Oui, est-ce que tu penses que tu es prêt pour commencer? nous sommes prêts. Si nous n'attendons plus personne, on peut commencer. Est-ce que vous entendez bien? Si vous montrez, vous pouvez toujours montrer avec vos mains la qualité du son. Non. Si, bonjour Marilyn. Parfait, parfait. Si tu peux donc commencer comme peut-être tout à l'heure, D'accord, différentes avec plaisir. Donc, domaines. bonjour à tous. Et tout d'abord, excusez-nous pour nos tenues, mais on a décidé de se voir au bureau aujourd'hui, la première fois depuis presque 3 semaines. Donc, nous sommes en masque et on porte des gants, mais on n'est pas très loin l'un de l'autre. Comme vous le savez, bon, la loi est assez horrible. C'est un document de 180 pages qui a été travaillé vendredi, ensuite plein de remarques le week-end, hier au Sénat, et ensuite il a passé par la diète de nouveau et il a été signé encore la nuit par le président, donc il a déjà paru. On le suivait de très près tout au long de son évolution. Et première remarque peut-être générale, on va vous présenter les grandes lignes des 4 principaux thèmes de cette loi. Mais ce soir ou au plus tard demain matin, vous recevrez des newsletters ou des alertes en français, anglais et polonais qui vont récapituler tout ça un peu plus en détail, les 4 grands thèmes. C'est-à-dire, nous avons divisé notre présentation en tout ce qui concerne la modification des conditions de travail et tout ce qui est lié aux cotisations sociales, les implications sur l'exécution des relations contractuelles, tout ce qui concerne les crédits, prêts, institutions financières, modalités de suspension, report ou autres modifications des modes de financement. Et le 4e bloc, c'est tout ce qui concerne les aspects fiscaux. Et donc, après ce premier webinaire que nous avons eu en polonais la dernière 1h30, peut-être on va vous présenter moins de détails, parce qu'on s'est présenté dans beaucoup de pourcentages, chiffres, etc. On va vous présenter les grandes lignes de toutes ces modifications et ensuite vous recevrez beaucoup plus de détails par écrit, donc toutes les 3 versions linguistiques, et nous serons à votre disposition pour répondre à toutes les questions par email ou directement. Par le chat, on va essayer également, vu parfois les détails des questions, on n'a pas encore toutes les réponses à vous donner. Pavel, si tu peux peut-être répondre tout de suite à la question posée par Thierry Deschaux sur le chat. Donc, le projet de la loi, ce n'est plus un projet de loi, c'est une loi qui vient d'être votée par le Parlement, par les 2 chambres du Parlement. Et publiée. Publiée. Oui. Elle a été signée par le président la nuit, donc elle est datée d'hier encore. Elle est entrée en vigueur sans vacatio legis, donc tout de suite. Donc ce ne sont plus des projets, c'est des dispositions de droit qui sont en vigueur. Qui rentrent en vigueur à partir d'aujourd'hui, pratiquement. Ils sont entrés en vigueur à partir d'aujourd'hui. Pour une fois, ça sert de voter des lois à la nuit. Pardon? On n'a pas entendu. Je disais, pour une fois, ça sert de signer les lois la nuit. Oui. Ça sert pour une fois, ça sert de signer les fois, lois la nuit. Pour la première fois. Vous avez raison, oui. Espérons pour la dernière aussi. Oui, espérons pour la dernière. Pavel, donc d'abord la question salariale, c'est cela? Non, maintenant on va commencer d'abord par les questions concernant l'exécution des obligations contractuelles, donc tout ce qui concerne la possibilité de suspendre
prenant l'argument de la force majeure ou changement substantiel des conditions et cet impact sur différents types de contrats. Donc, je donne la parole à Christophe et ensuite on va continuer. Merci Pavel. Oui. Donnez-nous une petite minute. Ok, merci. Donc, merci Pavel, bonsoir à tous. Donc, effectivement, la loi a été votée hier dans la diète quand elle est revenue du Sénat et a été signée par le président aussi hier, a été publiée dans le journal officiel hier. Pour vous donner un petit peu de l'historique, donc cette loi largement modifie la loi en date du 2 mars, 2 mars qui a été votée en vue de la crise à venir. Comme cette loi ne répondait plus à la réalité économique, à la réalité des vies d'affaires, après la déclaration de l'état d'urgence épidémique et puis l'état de l'épidémie le 20 mars, le Parlement a décidé de voter la nouvelle loi qui devait aider et soutenir les entrepreneurs en vue de crise qui se réalisaient à la suite de l'épidémie de Covid. Donc, l'épidémie, elle n'a pas changé non seulement la vie privée, mais aussi la vie économique, la vie d'affaires. L'épidémie a sans doute l'impact à la possibilité d'exécuter les obligations contractuelles des parties aux différents contrats. Malheureusement, la loi Covid n'introduit pas de manière générale des règles qui permettraient aux parties au contrat d'invoquer l'épidémie pour s'excuser, pour s'exonérer au cas où elle ne serait plus en mesure de faire exécuter ses obligations contractuelles. Le législateur a décidé que les institutions, les constructions juridiques existantes, dont la force majeure ou la clause dite hardship, c'est un article dans le Code civil qui prévoit la possibilité d'invoquer le changement de circonstances pour demander la modification ou l'annulation du contrat dans la mesure où il est devenu excessivement difficile à exécuter ou il y a un risque d'une grosse perte à la suite de l'exécution du contrat. Le législateur a décidé que ces moyens sont suffisants. En réalité, ceci n'est pas le cas, car prenons l'exemple de la force majeure. La force majeure, elle permet de s'exonérer de l'inexécution non fautive du contrat dans la mesure où elle rend impossible l'exécution des obligations contractuelles. Alors que, par exemple, l'obligation de payer le loyer n'est devenue pas impossible à cause de l'épidémie, même si l'épidémie a bien entendu l'impact important sur la liquidité des entrepreneurs. En revanche, la possibilité d'invoquer le changement de circonstances exceptionnelles, extraordinaires, si les parties au contrat n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les modalités de changement du contrat, cela implique la nécessité de l'assigner l'autre partie au contrat au tribunal et c'est le tribunal qui va décider. Aujourd'hui, les tribunaux ne fonctionnent plus de manière quotidienne. Elles ne traitent pas que les affaires urgentes, ce qui est réservé plus ou moins aux affaires pénales et non pas aux affaires commerciales. Donc, on ne peut pas maintenant compter sur les tribunaux polonais
pour obtenir une satisfaction immédiate de nos prétentions contre l'autre partie au contrat. Dans les premiers projets de la loi, en date du 26 mars, le législateur a prévu la suspension de l'ensemble des délais non seulement judiciaires ou procéduraux, mais aussi les délais statutaires du droit civil et du droit administratif, dont tout type de délais de prescription, les délais de forclusion, mais aussi les délais contractuels pour faire la prestation. Le lendemain, il s'est rendu compte qu'une telle modification aurait allé un peu trop loin, qu'elle risquait de paralyser les relations contractuelles entre les parties, car toute partie au contrat pourrait à la fois n'exécuter pas son obligation contractuelle à l'air sans conséquences négatives, sans obligation de payer de dommages intérêts. Donc, il a proposé une modification au projet de la loi initiale en écartant toute référence au délai du droit civil. Et la loi, dans cette version, a été finalement votée, adoptée et est entrée en force. Ce qui signifie qu'aucun délai du droit civil prévu par le Code civil, dont le délai de prescription ou délai de forclusion, n'est pas suspendu durant l'épidémie. Les parties au contrat doivent, a priori, exécuter leurs obligations contractuelles dans le délai initialement prévu, sans pouvant invoquer l'épidémie, sauf les cas exceptionnels où, effectivement, l'épidémie qualifiée d'une force majeure aurait rendu impossible l'exécution d'une obligation donnée, ce qui s'applique notamment aux obligations non pécuniaires. En ce qui concerne les délais de prescription de prétention, là, selon le Code civil qui n'est devenu pas changé, il existe toujours une possibilité de demander d'échapper au délai de prescription si l'état de force majeure est rendu impossible la possibilité de faire valoir ses droits devant le tribunal. Or, ceci n'est pas assez facilement applicable car les cabinets juridiques sont ouverts, donc a priori, il n'existe pas un obstacle à déposer une assignation auprès du tribunal, même si les tribunaux ne fonctionnent pas de manière normale, habituelle, pour interrompre le délai de prescription. Ensuite, le Code civil, le droit civil prévoit des différents délais, dits les délais de forclusion, qui sont des délais pour exercer les droits. Par exemple, les délais pour résoudre ou résilier les contrats, les délais pour exercer le droit de préemption, les délais de conclure les contrats définitifs de vente suite à la promesse de vente, etc., etc., etc. Les délais de garantie légale de vice caché. Il y en a plusieurs. Tous ces types de délais ne sont pas suspendus à la cause de l'épidémie et il sera très difficile dans l'avenir d'essayer d'invoquer l'épidémie, la force majeure, pour échapper aux conséquences négatives d'avoir pas respecté ces délais. Donc, de ce côté, de cet angle, la nouvelle loi Covid ne répond pas clairement aux attentes et aux besoins des opérateurs économiques, des parties au contrat. C'est ce que la loi a fait. Elle intervient de manière très ponctuelle dans certaines relations contractuelles, là où le législateur a considéré que cette intervention est
est assez importante et nécessaire. Il s'agit de baux commerciaux, il s'agit de certains contrats de vente et il s'agit des contrats de marché public. Alors, en ce qui concerne les baux commerciaux, l'intervention du législateur, elle s'est limitée aux contrats de bail ou location, tout autre type de contrat concernant les magasins dans les centres commerciaux, dans les grandes surfaces. Donc, au-delà de 2000 mètres carrés. La loi prévoit une solution assez inhabituelle. Alors, je m'explique. En fait, à compter d'aujourd'hui, l'ensemble des contrats de bail commercial dont les bailleurs sont affectés par l'interdiction de l'activité économique de vente dans les centres commerciaux ont expiré. La loi prévoit l'expiration des obligations mutuelles découlant des contrats de bail commercial durant l'état de l'épidémie. Qu'est-ce que ça importe? Donc, l'obligation du preneur est bien entendu l'obligation de payer le loyer. Donc, les preneurs sont maintenant sont devenus libérés de cette obligation. En revanche, l'obligation du bailleur est une obligation de fournir des locaux à l'usage commercial. Maintenant, les bailleurs ne sont plus obligés de donner à leurs bailleurs l'accès aux locaux. La loi prévoit ensuite que dans une période de 3 mois, une question suivant... Oui, nous... Juste, bailleur, en fait, donc les centres commerciaux donc, sont toujours obligés de fournir des locaux. Vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Ah bon. Pourtant, je suis... Nous, on t'entend, là. Ok, ben, je vais écrire ma question. Si on t'entend. Ça y est, vous m'entendez? Je vous entends bien. Ah, d'accord. Donc, je dis, donc les centres commerciaux sont toujours obligés de fournir des locaux, mais leurs locataires ne sont plus obligés de payer pendant le temps de la pandémie, correct? C'est ça. Juste pour... D'accord. C'est bien le cas. C'est bien le cas. Donc, dans un délai de 3 mois, après l'enlèvement de l'état d'épidémie, le preneur, le locataire, doit faire une déclaration, en fait, une offre de reconduction du contrat de bail dans ses conditions initiales, étendues de la durée de l'état de l'épidémie, plus 6 mois. Si l'offre n'est pas déposée auprès du bailleur, l'expiration des obligations mutuelles découlant du contrat cesse à appliquer. Ce qui signifie que le bailleur peut à nouveau demander auprès du locataire les paiements des loyers pour la période d'épidémie et le contrat de bail se poursuit selon les conditions initiales. Excusez-moi. Le preneur, les locataires qui sont affectés par l'interdiction d'exercice de l'activité commerciale, ils nous demandent souvent est-ce qu'ils peuvent entrer leurs locaux, par exemple, pour réaliser les ventes par l'Internet. Alors, la loi prévoit toute cessation de vente en détail. Donc, a priori, aussi, les ventes à distance. Aussi, comme les contrats expirent, le bailleur n'est plus obligé de donner accès à locaux à ses locataires, à ses preneurs. La réalité de la vie d'affaires va montrer comment ces dispositions d'ordre légal seront appliquées. Ensuite, pour tout autre contrat de location concernant les locaux, soit à habitation, soit à l'usage commercial, les contrats qui se résilient avant le 30 juin 2020
se poursuivre, d'après la loi, jusqu'au 30 juin 2020. Et pour une période jusqu'au 30 juin 2020, il est interdit aux bailleurs de résilier ces contrats ou d'augmenter les loyers, de demander l'augmentation des loyers par opération de la loi. Donc, le législateur a intervenu de manière ponctuelle dans certains contrats de bail commercial, dans les contrats de location. Dans le premier projet de la loi, il a été prévu tout simplement la réduction de loyer en 90%. Donc, les contrats de bail commercial se poursuivaient contre un paiement de loyer en montant de 10% du loyer contractuel durant l'épidémie. Malheureusement, cette solution a été finalement rejetée. Un autre type de contrat qui a été affecté par la nouvelle législation Covid, ce sont certains types de contrats de vente qui portent sur les marchandises qui sont nécessaires, importants du point de vue de l'état de santé publique ou de la sécurité des personnes, ou bien du point de vue de ménage. Pour ce type de contrat et pour ce type, pour ce type de marchandises, les ministres peuvent ordonner le prix de vente maximum ou les marges maximum qui doivent être absolument respectées sous peine d'une amende administrative allant jusqu'aux 5 millions zloty. Si les prix ou les marges maximum ne seraient pas respectés de manière successive, dans ce cas-là, cela peut être considéré comme une pratique abusive de concurrence avec une amende allant jusqu'au 10% du chiffre d'affaires de l'année passée. Jusqu'aujourd'hui, aucun nouveau règlement prévoyant le prix maximum n'a pas été adopté, mais cela peut arriver dans l'avenir. Et enfin, le législateur a décidé d'intervenir dans le contrat de marché public. Il a prévu la possibilité, comme vous le savez sans doute, le droit de marché public, a priori, elle ne permet pas aux modifications ou aux changements au contrat. Si cette modification est nécessaire suite à l'épidémie, au Covid, le pouvoir adjudicataire peut consentir à la demande du contractant qui réalise les marchés publics de changer les contrats. Il y a aussi un certain nombre de dispositions qui invitent le pouvoir adjudicataire et les personnes qui sont décisives à entrer dans la discussion, dans le pourparler avec ce contractant et les libère de responsabilités pénales ou délictuelles pour les dommages subis, causés à l'entité au pouvoir adjudicataire à cause de la modification apportée au contrat des marchés publics. L'industrie de construction qui est très affectée par l'épidémie a proposé un certain nombre de modifications à cette loi, notamment pour obliger le pouvoir adjudicataire à se mettre d'accord, à signer les annexes au contrat de marché public. Ceux-ci n'ont pas été votés par le Parlement, donc malgré les dispositions existantes,
les opérateurs publics, les pouvoirs adjudicateurs, ont toujours uniquement la faculté, mais non pas une obligation, à modifier les marchés publics. J'ai vu un certain nombre de questions. Je vais maintenant donner la parole à mes collègues et je vais essayer de répondre à vos questions au fur et à mesure. Merci. Merci beaucoup. Pavel, maintenant, donc il est les tours de… Tout ce qui concerne les prêts, crédits et autres obligations financières. Donc, de manière de remarque générale, la loi est très vague sur ça et en fait n'impose aucune obligation aux banques ou institutions financières concernant un report ou des échéances ou une suspension de paiement des échéances. Elle prévoit uniquement une disposition que toute banque pourra modifier les contrats, les modalités d'un contrat de crédit. Excusez-moi, si tu peux parler plus fort, on entend assez mal. Un micro, petit ou petite moyenne entreprise. Christophe, c'est Prince qui met son micro en mute. Ne concerne que les entreprises qui ont jusqu'à 250 employés ou salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Et donc, cette possibilité est applicable à condition que deux conditions soient toutefois réunies. Le crédit a été accordé avant le 8 mars 2020 et une telle modification est justifiée par une analyse ou évaluation de la situation financière et économique de l'emprunteur et qui a été faite après le 30 septembre 2019. Donc, elle ne s'applique pas aux grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui ont plus de 250 employés ou salariés et un chiffre d'affaires de plus de 50 contreparties en PLN de 50 millions d'euros ou des actifs sur le bilan de plus de 43 millions d'euros. Et donc, bon, c'est une possibilité, en fait, une instruction aux banques de modifier, mais finalement, cela nécessite que les deux parties s'accordent entre elles et négocient une telle modification. Là, il y a une seule obligation additionnelle, que cette modification ne peut pas entraîner une détérioration de situation financière ou économique de l'emprunteur. Mais sinon, comme c'est une exigence non définie, on craint qu'elle peut soulever de graves questions d'interprétation et de divergence entre les emprunteurs et les créditeurs. Donc, en fait, l'initiative a été prise en main par l'association des banques polonaises qui ont déclaré de prendre des mesures à l'égard de leurs clients dans le cadre de la lutte contre le Covid. Et sans faisant différence de petites, micro ou grandes entreprises, elles ont déclaré d'introduire des mesures suivantes. De faciliter pendant une période, de faciliter par une méthode aussi simplifiée que possible, un report ou suspension des échéances du crédit jusqu'à 3 mois et de l'extension automatique pour la même période de la durée totale du contrat de crédit, sous réserve de l'extension de la durée des garanties. Deuxième mesure, c'est l'assistance à tous les entrepreneurs qui étaient solvables à la fin de l'année 2019 et ont été touchés par les effets de Covid, de renouveler dans les mois à venir sous la forme de renouvellement de financement existant à la demande de l'emprunteur de chaque crédit existant pour une durée maximale de 6 mois. Mesure suivante, c'est dans les banques qui ont dans leur groupe de capitaux une société de crédit bail, d'obliger à reporter ces sociétés de crédit bail les paiements des échéances de crédit bail dans les mêmes conditions ou selon les mêmes principes analogues à ceux appliqués par les banques en ce qui concerne le report des crédits. Et cela concerne également les sociétés d'affacturage qui appartiennent à des groupes bancaires.
ils ont déclaré également qu'il n'y aurait pas de frais ou de commission pour l'acceptation et le traitement de telles demandes, et une simplification de procéder et de faire ces demandes, c'est-à-dire le moins de formalisme possible, l'acceptation des documents par Internet et pas de demande de certificats ou documents supplémentaires qui confirment la situation financière. Une dernière démarche, c'est la facilitation d'accès au crédit à court terme par des entrepreneurs, clients des banques touchées par le Covid, afin de soutenir leur liquidité et permettre leur stabiliser leur situation financière. Donc, quand nous avons hier vérifié auprès de presque une dizaine de banques, en effet, on a vu 3 solutions. Effectivement, les banques proposent ou bien la suspension du remboursement de la totalité du capital et des intérêts, ou la suspension seulement du capital, ou la suspension seulement des intérêts. En ce qui concerne la suppression des frais de dossier ou de traitement de demande, c'est un peu plus compliqué. Au moins dans la moitié de banques, on a vu encore que ces frais existent. Au maximum, les banques prennent quand même 50% des tarifs qui sont prévus dans leur table de tarifs. Maintenant, en ce qui concerne les dispositions de la commission de surveillance bancaire, la KNF s'est prononcée uniquement que, selon elle, les dispositions en vigueur sont suffisantes et qu'elles permettront de supprimer du marché les acteurs qui commettent des infractions les plus flagrantes. Donc, elle a demandé de reporter par les emprunteurs des situations d'infraction, mais aucune autre initiative n'a été prise par l'autorité des marchés financiers et du superviseur du secteur bancaire. Donc, de votre point de vue, en fait, tout est sujet de négociation directe avec vos créditeurs. Ensuite, en ce qui concerne les petites entreprises, donc celles jusqu'à 250 employés, la Banque de l'économie BGK, Banque Gospodarstwa Krajowego, a prévu d'étendre des cautionnements et des garanties. Et donc, c'est des modifications du programme de minimis. Donc, il y aura une augmentation de la portée de la garantie jusqu'à 80% du montant du crédit, absence de commission et prolongation de la période de garantie jusqu'à 39 mois. Mais ceci est prévu jusqu'au 31 décembre 2020 pour l'instant. Et cette possibilité n'est prévue que pour des entrepreneurs qui, au 1er février 2020, n'avaient pas d'arriérés vis-à-vis de l'institution des assurances sociales, ZUS, ni d'arriérés fiscaux. Et le système de garantie peut être, en fait, selon ce système, est prévu d'être en vigueur jusqu'au 2020. Et pour les moyennes et grandes entreprises, la loi a créé, dans la loi sur la BGK, un fonds de garantie de liquidité qui est plus important et plus intéressant de votre point de vue. Il concerne des crédits jusqu'à 250 millions PLN. Cette garantie peut être jusqu'à 80% du montant du crédit, donc jusqu'à 200 millions de zloty. Le minimum, c'est 3,5. Et peut bénéficier de cette garantie un emprunteur qui est un entrepreneur également qui, au 1er février, n'avait pas d'arriérés fiscaux ni d'arriérés de cotisations sociales. Ce fonds de garantie sera appliqué uniquement aux crédits qui seront pris à partir du 1er mars 2020. Et il est également prévu d'octroyer ces garanties uniquement jusqu'à la fin de 2020. Peut-être que ça sera modifié, mais
pour l'instant, telle est la situation. À part ça, la loi prévoit des prêts pour des micro-entrepreneurs d'auteur de 5 000 zloty, dont l'octroi est assez simplifié, c'est-à-dire qu'il faut faire une demande auprès de l'Office de l'emploi du Powiat, mais cela ne concerne que les employeurs qui ont jusqu'à 9 employés et un chiffre d'affaires d'inférieur à 2 millions d'euros. C'est un prêt de 12 mois avec un délai de remboursement suspendu pendant les 3 premiers mois qui peut être annulé, le prêt, à condition que pendant la première période de 3 mois de la date de son octroi, l'entrepreneur ne va pas licencier, ne va pas diminuer son niveau d'emploi sous celui qui était le 29 février 2020. Il y a également certaines dispositions, mais là, on ne va pas rentrer en détail, vous allez obtenir par écrit, sur les assurances de crédit d'exportateurs. Il y a de nouvelles dispositions prévues pour la COUCE, la COFAS polonaise, qui élargit un peu l'étendue des instruments qui peuvent être assurés par la COUCE. Et il y a plusieurs modifications concernant vraiment des crédits à la consommation et une limitation d'intérêts qui ont été plafonnés et certains programmes de logement public ou logement locatif social. Et ceci, en fait, est tout en ce qui concerne les relations entre les emprunteurs et les créditeurs. Maintenant, on va passer au droit de travail. Bonjour. D'accord, les aspects sociaux. La nouvelle loi Covid ne change pas le code de travail. Il y a seulement les petites modifications concernant les examens médicaux des salariés qui sont tout simplement suspendus pendant la période de l'épidémie. Tout le temps, vous pouvez utiliser tous les outils juridiques disponibles dans le code de travail. Alors, vous pouvez modifier le contenu du contrat de travail par avenant au contrat, préavis de modification, suspension temporaire de règlement interne, licenciement collectif et le plan de départ volontaire. La loi permet de déposer une demande en subvention au salaire. Cette subvention est conditionnée par une diminution de chiffre d'affaires économiques de l'employeur en 2012, au moins 15% dans un délai de 2 mois consécutifs ou au moins 25% pour une période d'un mois précédant le dépôt de la demande de subvention par rapport à la même période l'année dernière. Et bien sûr, toutes les subventions sont versées seulement pour une période maximale de 3 mois. Nous avons 2 subventions. Une subvention dans un cas d'arrêt économique et la deuxième, une subvention pour la réduction de temps de travail. Alors, la première, l'arrêt économique. Cette subvention est à l'auteur de 50% de salaire minimum en Pologne, c'est 1 300 zloty. Si vous voulez utiliser telle subvention, vous ne pouvez pas réduire le salaire d'un employé plus que 50%. Et vous devez bien sûr respecter le niveau de salaire minimal en Pologne. La deuxième subvention, concernant la réduction du travail des employés, vous permet d'obtenir 40% de salaire mensuel moyen. Maintenant, c'est à peu près 2000 zloty. Dans cette situation, vous ne pouvez pas réduire le temps de travail d'un salarié plus que 20%. Et en fait, bien sûr, vous devez respecter aussi le salaire minimal. Alors, si vous réduisez le salaire par 20%, tout le temps, le salaire minimal est un salaire garanti pour l'employé.
Il y a aussi bien sûr, cette réduction du temps de travail, mais aussi l'arrêt économique est introduit dans l'accord interne avec le syndicat ou représentant de travailleurs si le syndicat n'existe pas dans votre société. Il n'y a pas beaucoup de détails dans la loi ce qui concerne le contenu de cet accord interne. Il y a aussi une option pour de petits, moyens et micro-entreprises. Ils peuvent obtenir le financement supplémentaire qui est accordé par le gouvernement local à l'auteur de 50 ou 90% mais de salaire minimum. En fait, c'est conditionné par la capacité financière du gouvernement local. Et bien sûr, toutes les subventions, tous les soutiens ne peuvent pas être combinés par l'apport à la même personne. La loi permet aussi de réduire la cotisation de sécurité sociale. Malheureusement, c'est très limité. Alors, si vous recevez la subvention, votre limitation, mais seulement sur le parti de l'employeur, est seulement en relation de le montant de subvention. C'est très limité. Il y a une élimination de cotisation de sécurité sociale pour 3 mois. Malheureusement, c'est réservé seulement pour le micro-entrepreneur et pas pour de petits ou de grands, particulièrement grands entrepreneurs. La loi permet aussi d'une certaine flexibilité de temps de travail. Alors, mais c'est aussi très limité parce que ça réfère sûrement pour les employeurs, pour les salariés de infrastructures critiques. Normalement, c'est plutôt à les salariés dans le branche de l'énergie. C'est en fait toutes les modifications qui sont introduites dans la loi qui concerne ce domaine de droit social. C'est complètement différent de ce que vous pouvez voir et observer en France, Allemagne et les autres pays membres de l'Union européenne. C'est très limité. Bien sûr, tous les détails, vous allez recevoir tous les détails dans le communiqué écrit juste après notre vidéoconférence. Merci. Maintenant, je crois que le fiscal. Oui, bonsoir à tous. Je m'appelle Eva Żbikowska, je suis conseillère fiscale. Je voudrais vous présenter des modifications fiscales qui sont prévues dans l'acte de bouclier anti-crise, mais aussi dans des ordonnances du ministre des Finances qui ont été publiées récemment. Je vais parler à propos des modifications substantielles. Les impôts sont durs. Vous êtes probablement déjà fatigué, alors on concentre. En ce qui concerne les modifications fiscales, on peut distinguer 2 types. Le premier type, c'est une dérogation et report des délais fiscaux. Ça concerne des délais pour le dépôt de formulaires, des délais de paiement des impôts et des délais d'entrée en vigueur de certaines provisions fiscales. Deuxième type de modifications fiscales, ce sont des exonérations, des allègements et des simplifications fiscales. En ce qui concerne les repos de la date de dépôt de formulaire fiscal, on a introduit le report de la date de déposer des formulaires d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur les personnes physiques, sur le revenu des personnes physiques annuels. Alors, maintenant, vous pouvez les déposer jusqu'à 31 mai. Alors, on a gagné 2 mois pour la société et presque 1 mois pour la personne physique pour s'acquitter des obligations. Puis, on a reporté de la date de dépôt des formulaires ORDU et IFTR2.
Ce sont des formulaires spécifiques qui concernent les transactions entre des entités associées et qui concernent le paiement pour des entités étrangères. Les reports étaient jusqu'au 31 mai. On a aussi prévu le report de la date de dépôt des formulaires concernant des prix de transfert, notamment TPR, C. Ce sont des formulaires qu'on doit déposer jusqu'à 30 septembre maintenant. Mais ce terme est pour toutes les entités, aussi des entités avec l'année fiscale qui est différée. Se termine déjà avant le 31 décembre 2019. Respectivement, on a introduit la suspension de délai concernant la notification sur le schéma fiscal. Vous avez entendu probablement de ces régulations qui ont été introduites en Pologne en 2019, qui sont très, très dures. Mais au présent, la suspension est prévue pour des termes qui sont entre 31 mars jusqu'à la fin de la période d'épidémie, mais pas plus tard qu'au 30 juin 2020. Alors, on peut dire qu'on a gagné environ 3 mois pour notifier l'administration fiscale en ce qui concerne ce schéma fiscal. Enfin, on a introduit la modification qui est très importante et très pratique pour nos clients. C'est le report de délai de dépôt et d'approbation des états financiers annuels pour 2019. Vous savez probablement que le délai pour s'acquitter des obligations relatives aux états financiers annuels on a été rapporté au dernier moment parce que le ministre des Finances il a publié hier l'ordonnance qui nous donne les rapports concernant notamment les délais à la préparation des états financiers jusqu'à 30 juin. Le délai de leur approbation maintenant jusqu'à 30 septembre. Alors, on a gagné en plus de temps pour finir des obligations concernant comptabilité des sociétés. Maintenant, des régulations concernant le report de la date de paiement de certains impôts. On a prévu le report de paiement de l'impôt sur les revenus des sociétés, l'impôt sur les revenus des personnes physiques annuel, alors pour 2019, jusqu'au 31 mai 2020. Respectivement, le paiement des avances de l'impôt des revenus des personnes physiques pour mars et avril ont été reportés au 1er juin 2020. Cette obligation est pour les redevables de cet impôt. Alors, ça concerne les revenus provenant des contrats de travail, des contrats de mandat, des contrats pour un travail spécifique, aussi des revenus provenant des droits des propriétaires. Finalement, on a rapporté le paiement des avances pour la taxe minimale sur les revenus immobiliers. Cette taxe est payée en général par les propriétaires d'immeubles de grands valeurs qui sont loués. Cette taxe est effectivement payée seulement dans le cas où il y en a des pertes fiscales. Alors, probablement, c'est un moment qu'on peut payer cette taxe. Les reports de paiement s'appliquent pour la période ayant démarré à mai. La date de paiement est le 20 juillet.
Veuillez noter que ce report soit sous certaines conditions. Au premier, les contribuables doivent subir des conséquences négatives de la COVID-19. Ces conséquences négatives sont effectuées dans des revenus qui doivent être inférieurs d'au moins 50% par rapport à ceux du même période de l'année fiscale précédente. Alors, cette condition atypique s'applique des autres modifications fiscales, 50%. En ce qui concerne le report de la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions fiscales, nous avons le report de la date d'entrée en vigueur du nouveau fichier de contrôle uniforme, JPK en polonais, jusqu'au 1er juillet 2020. À l'origine, il devrait entrer en vigueur à partir du 1er avril pour les grands contribuables et remplacer en outre la déclaration de la TVA. Au présent, ces régulations sont en vigueur à partir du 1er juillet 2020. À partir de ça, on a le report de la date d'entrée en vigueur, la nouvelle matrice des taux de TVA. La nouvelle matrice de TVA remplacera l'actuelle classification PKView par la nomenclature combinée pour la classification des biens et des services. Cette modification a été prévue d'entrer en vigueur à partir du 1er avril. Alors aujourd'hui, elle résultera d'introduction de nouveaux taux de la TVA pour certains biens. Après des modifications, la nouvelle classification et donc les nouveaux taux de la TVA s'appliqueront à partir du 1er juillet 2020. Enfin, l'acte du bouclier anticrise prévoit le report de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle taxe commerciale sur les revenus, sur les ventes au détail. Cette taxe, à l'origine, on l'appelle la taxe sur les supermarchés, devrait être appliquée à partir du 1er juillet 2020 sur l'excédent de revenus de vente au détail de plus de 17 millions de zloty par mois. Et maintenant, les reports est jusqu'au 1er janvier 2021. Et maintenant, des exonérations, simplification fiscale. En ce qui concerne des exonérations des impôts, il y en a un. L'acte du bouclier entreprise a prévu la possibilité pour les autorités fiscales locales d'exonérer une partie de l'impôt foncier dû pour 2020. Cette exonération considérera bien évidemment pas tout, mais certains groupes d'entrepreneurs. On ne sait pas quels, parce que c'est à l'autorité fiscale locale à décider. À partir de ça, les autorités fiscales locales peuvent aussi différer le paiement des acomptes d'impôts fonciers payables en avril, mai et juin 2020 jusqu'à 30 septembre et puis aussi au plus tard. L'acte du bouclier anticrise aussi prévoit la suspension pour les débiteurs des provisions concernant la déduction des créances d'UTS. Ces régulations qui sont en vigueur depuis cette année obligent les débiteurs qui ont plus de 90 jours de retard de le paiement à leur co-contractant d'augmenter leurs revenus du montant non réglé. Au présent, après des modifications,
ces régulations ont été suspendues, mais seulement pour le débiteur, dont les revenus ont diminué dans une période de règlement donnée d'au moins 50% par rapport à la même période de l'année précédente. Alors, nous avons aussi cette condition de diminution des revenus par 50%. Alors, dans le cas, le débiteur remplit ces conditions, il n'est pas obligé de déduire les revenus de sommes non payées. En revanche, la nouvelle loi ne prévoit aucune modification pour les créanciers. Donc, il peut déduire leurs revenus des créances qui ne seront pas payées. C'est positif dans le cas échéant. Ensuite, il y a la possibilité de déduire la perte fiscale subie en 2020 rétroactivement sur les revenus de 2019. Ces possibilités prévoient bien évidemment sous certaines conditions. En première, la déduction est limitée de 5 millions zloty. Puis, les contribuables doivent prouver qu'une réduction des recettes pour 2020 était inférieure au moins 50%. Alors, cette condition de 50%. Et enfin, on doit notifier que cette déduction est possible suite à la fin de l'année 2020, pas au courant. C'est un peu négatif pour nos clients, mais on peut attendre après et voir les résultats de l'année présente. OK. Respectivement, il y a la possibilité de déduire certaines donations. Ce sont seulement des donations pour la lutte contre la COVID-19. Et ce sont des donations réalisées entre les périodes 1er janvier et 30 septembre. Et nous pouvons, bien évidemment, ce sont aussi des donations à certaines organisations, institutions de gouvernement et organismes de soins. Alors, pas à tout. Le niveau de la déduction variera de l'étang. Une donation versée entre le janvier et l'avril donnera droit à une déduction de 200% de sa valeur, en mai de 50% et en septembre de 100%. OK. En ce qui concerne les autres simplifications, on a prévu des modifications des modalités d'utilisation des caisses enregistrées fiscales. Au présent, on a la possibilité de mettre un reçu fiscal sous forme électronique. C'est quelque chose de nouveau. L'acheteur peut choisir la manière dont ce document est lui envoyé. Je pense que cette modification est pratique, très efficace. Et finalement, l'acte du bouclier entreprise a introduit aussi une forme électronique pour une déclaration sous la commission d'un acte interdit poursuivi en vertu des dispositions du Code pénal fiscal. Ça s'appelle repentif actif. Cette déclaration est souvent utilisée par des contribuables, alors c'est quelque chose de pratique. Au présent, on les peut déposer sur une forme électronique signée en moins d'une signature électronique. Avant, seulement un original sur le papier était accepté. Alors, quelque chose aussi pratique et efficace. Merci beaucoup. C'est tout pour la partie concernant la fiscalité. Pytania? Micro. Monika, Jesteśmy po czasie? Pardon. Non, on a encore un peu de temps. Je ne sais pas si on peut peut-être revenir soit à Madame Chevich, soit à d'autres personnes qui pourront
peut-être répondre à Krzysztof, je sais, éventuellement à questions auxquelles vous n'avez pas pu répondre via les chats. Je sais que par exemple, Pani Johanna, il y avait des questions concernant préciser les dispositions concernant les suppressions pour 3 mois du versement des cotisations ZUS, etc. Je ne sais pas si M. Czaplinski voudra se rapporter par rapport à des questions qui lui ont été posées. Oui. Oui, merci. J'ai essayé de... Pardon. J'ai essayé de répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées. Mais s'il y a toujours des ambiguïtés en ce qui concerne les baux commerciaux dans les centres commerciaux, donc je suis à votre disposition. Oui, bonjour Monsieur Czaplinski, vous m'entendez? Oui. Voilà, j'avais Nicolas Klukowski. Vous avez posé les questions sur le chat, vous y avez répondu. En revanche, j'aimerais bien si on pouvait éclaircir le point qui concerne donc, la déclaration. Donc, je comprends que la déclaration, en fait, permet seulement la continuité du contrat, mais ce n'est pas une déclaration au sein de laquelle on peut inclure des négociations, donc peut-être éventuellement proposer un nouveau montant de location. Tout à fait, vous l'avez bien compris. Donc, l'idée de la déclaration est de faire continuer le contrat selon ses dispositions originales, initiales, étendues de la période de l'épidémie, majorée de 6 mois. Donc, donc, si le locataire, ça je comprends, donc si le locataire déclare qu'il accepte la continuité du contrat de bail, est-ce qu'il devra à ce moment-là payer les loyers dus pendant la période d'épidémie, dans ce cas-là? Non, dans ce cas-là, il doit payer le loyer à compter de l'enlèvement de l'état de l'épidémie jusqu'à la fin du contrat. Qui devient étendu de la période de l'épidémie. Donc, en fait, la période équivalente à la période de l'épidémie, quelle que soit 6 semaines ou 2 mois, est ajoutée à la fin du contrat. Qu'est-ce que vous entendez par ajouter? C'est-à-dire qu'on ajoute les montants ou... Bon, on ajoute les deux, le montant et la période. Donc, la période équivalente à la période de l'épidémie est ajoutée à la fin du contrat, plus 6 mois. Donc, si on prend un exemple, si le contrat se termine à la fin de 2020, le contrat sera prolongé de la période de l'épidémie qu'on ne connaît pas encore. Ça peut être 2 mois, comme vous dites, 3 mois, on sait pas, plus 6 mois. Plus 6 mois. En revanche, si le locataire, le preneur, il ne fait pas sa déclaration, dans ce cas-là, le contrat de bail se poursuit jusqu'à la fin du délai contractuel, mais le locataire redevient obligé à régler les loyers pour la période de l'épidémie, même si il n'a pas pu exercer l'activité commerciale de manière générale ou utiliser le locaux. Donc, en fait, l'obligation de faire une déclaration, c'est à la fois un avantage, mais aussi une sanction, une sorte de sanction. Parce que si la déclaration n'est pas faite, le locataire, le preneur, il devient immédiatement sanctionné. Oui, oui, c'est justement là-dessus où j'avais justement des interrogations, parce que finalement, même si on soumet la déclaration, on échappe peut-être au paiement des loyers pendant la période d'épidémie. En revanche, on n'est pas en mesure, enfin, le contrat de bail se poursuit tel quel. Et tout à fait. Ce qui est certain, c'est qu'après la période d'épidémie, les acteurs économiques seront peut-être justement, auront peut-être pas plus de revenus qui leur permettront ou peut-être à défaut même d'avoir plus de revenus, ils ne seront peut-être pas en mesure de prendre en charge les loyers au montant tels qu'ils sont proposés actuellement. Oui, mais en fait, l'intention a été de ne plus obliger les locataires de régler les loyers durant l'épidémie, comme ils ne peuvent pas poursuivre leurs activités commerciales. Donc,
Ça, c'est la seule raison pour laquelle cette disposition a été adoptée. Ouais. Okay, non, très bien, je vous remercie, je comprends, merci. Ok, je vois d'autres questions, donc je peux essayer de répondre tout de suite. Donc, oui, ce sont les questions relatives au droit du travail, donc je laisserai il y avait une question concernant la disposition. Est-ce qu'elle est aussi valable pour les locaux industriels pour location? Tout d'abord, la disposition est valable uniquement pour les locaux dans les centres commerciaux. Donc, première condition. Seconde condition, il faut que le local, que le locataire soit couvert par l'interdiction de réaliser l'activité commerciale. Donc, si le locaux à usage industriel dans les centres commerciaux sont affectés par l'interdiction de l'activité commerciale, dans ce cas-là, cette solution sera valable pour ce locaux également. Je regarde rapidement dans le règlement qui a été publié aussi hier, le règlement du Conseil des ministres, qui prévoit quelles activités sont autorisées et quelles non. Donc, en fait, j'y vois pas dans les activités permis des activités industrielles qui tomberaient dans je vous laisse peut-être regarder en détail justement ces questions-là. Je vois qu'il y a des questions qui ont été adressées à Madame Yachevitch concernant les questions des salariés et notamment donc des employés. Je vois que Gildas nous demande du chômage partiel qui existe en France et cette notion, me semble-t-il, n'existait pas en tant que telle encore en Pologne. Est-ce que Madame Yachevitch, vous pouvez nous éclairer encore là-dessus? Alors, en fait, j'ai répondu pour la majorité des questions. Il y a encore une question de Magdalena, avec qui je contacte par email, je reçois l'email. En ce qui concerne le chômage partiel, ça n'existe pas en Pologne. Il y a seulement une subvention pour l'arrêt économique, ça veut dire les salariés sont prêts à travailler, mais en fait, il n'y a pas de travail. C'est la seule condition de la subvention et bien sûr la réduction de chiffre des affaires économiques. Alors, il n'existe pas quelque chose comme chômage partiel dans la législation polonaise. Sur ce point, Madame Yachevitch, sur ce point, Nicolas Klukowski, à nouveau, pour la réduction du temps de travail, moi j'ai cru comprendre que la loi proposait une réduction de 20% du temps de travail. Donc c'était une réduction maximale. C'est de ce qu'en France on a pour le chômage technique. Cette disposition s'applique à tout type de société ou est-ce qu'il y a des restrictions? Oui. Alors, cette réduction de travail, vous pouvez appliquer pour tout le groupe de salariés, en fait, pour toutes les sociétés. La seule condition de l'application est la réduction qui est limitée seulement à 20% au maximum. La réduction de temps de travail et le respect à la réglementation sur la salaire minimale. En Pologne, c'est 2600 zloty. Alors, même si vous réduisez le temps de travail par 20%, le salaire payé à un salarié ne peut pas être inférieur que le salaire minimum. On n'entend pas bien à cause du micro qui est branché. Je me permets de… Oui, bon, moi je comprends en gros, peut-être pour vous, M. Deschaux, parce que moi j'ai pu entendre la réponse. L'application des 20% de réduction s'applique à tout type de société, à tous les secteurs. Oui. En revanche, la rémunération qui s'appliquera sera du coup à hauteur de 80%.
Parce qu'il mais y a pas une en dessous du salaire. séparation, à dire, C'est ça. la subvention concernant la réduction de temps de travail est appliquée à tous les entrepreneurs, mais les autres outils dans la loi sont aussi appliqués seulement pour une petite partie des employeurs, les petits, moyens et micro. La majorité de soutiens économiques sont en fait seulement pour le micro-employeur. Oui. Okay. Cette subvention pour la réduction de temps de travail, vous pouvez appliquer dans tous les cas. Ok, je vous remercie. Et quelles sont les conditions? Il faut que ce soit négocié avec les syndicats ou avec les représentants? Oui, exactement. C'est la condition. Parce que cet accord interne, vous devez présenter avec la demande aux autorités qui vous donnent la subvention. Alors, il faut vraiment accorder avec les syndicats ou représentants des travailleurs. Et si on ne veut pas la subvention? Vous pouvez répéter? Parce que... Et si on ne veut pas la subvention, mais seulement réduire de 20% le temps de travail et le salaire? Ah bon, si vous voulez seulement réduire le travail sans la subvention, vous n'êtes pas limité par 20%. Alors, vous pouvez, qu'à 20% de rémunération de temps de travail, vous pouvez réduire. Et bien sûr, dans telle situation, vous utilisez, en Pologne, nous utilisons la loi sur le syndicat qui nous donne des outils de négociation avec le syndicat ou représentant des travailleurs. Et puis, de manière individuelle avec le salarié, vous signez ou les avenants au contrat de travail ou vous donnez, parce que c'est une modification unilatérale aussi, une préavis de modification. Alors, vous avez beaucoup des autres outils juridiques dans le code de travail pour seulement changer le temps de travail et rémunération si vous n'êtes pas intéressé avec la subvention pour la réduction de temps de travail. J'aurais une question. Oui. Vous m'entendez? Oui. Merci tout d'abord d'avoir consacré ce temps. C'est très précieux. On essaie de comprendre un peu quels sont les détails de cette loi. Donc, si on prend l'exemple d'un employé qui gagne 10 000 zloty, on réduit son temps de travail de 20%, donc il va gagner 8 000 zloty, on simplifie. La subvention, elle a un niveau maximum qui est de 50%, parce que vous avez dit une valeur, donc c'est 50% du salaire moyen qui est… Dans les cas de réduction de temps de travail, c'est 40% de salaire minimal moyen, de salaire mensuel moyen, alors c'est à peu près 2000 zloty. 50% de salaire minimal est appliqué à l'arrêt économique et la subvention pour l'arrêt économique. Si c'est la réduction, c'est 40% de moyen salaire, et si c'est l'arrêt économique, c'est 50% de salaire minimal. Je sais que c'est compliqué, mais dans notre clarification écrite, ce sera beaucoup plus clair. Donc 40% du salaire moyen, ce qui donne 2000 zloty. Donc pour cet employé-là, donc il gagne 10 000 zloty, il va toucher 8 000, mais on aura 2 000 de subvention. Donc en fait, l'employeur ne paiera que 6 000 zloty. On simplifie. Hein, d'accord. Donc ça, c'est une réduction de temps de travail. Alors que si c'est la deuxième option, c'était, excusez-moi, je suis un peu lent. C'était l'arrêt économique. Arrêt économique, d'accord. La subvention est seulement à l'auteur de 50% de salaire minimal, c'est 1 300 zloty. Ok, d'accord, très bien. Impeccable. Et est-ce que par contre, ça peut s'appliquer à des parties de l'entreprise ou il faut que ce soit sur toute l'entreprise? Non, aussi la partie. L'arrêt est applicable en fait au groupe de salariés et pas la société. Ok, ça c'est important. Vous pouvez choisir. D'accord. Et on peut avoir une partie qui sont sur réduction de temps et une partie qui sont sur arrêt économique. Correct? Oui, c'est possible. Ok, merci beaucoup. Super. C'est clair. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions, ce que je propose, c'est que nous transmettrons toutes les questions qui ont été posées par chat à l'ensemble de l'équipe de GIDE pour que vous puissiez éventuellement aussi voir s'il y a peut-être des questions qui n'ont pas été encore éclairées.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir organisé ces webinaires pour nous. Je vous mettrai, si vous le permettez, tous en contact directement avec Paweł Grzeszkowiak pour que vous puissiez déjà poser vos questions à l'ensemble de l'équipe de GIDE et pour que Paweł puisse vous envoyer sa lettre d'essai, pardon, mais il y a un écho par moment. L'ensemble terrible. Je pense que c'est chez Gide de l'écho. Non, 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 non. On a éteint tous les écouteurs. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Maintenant, tout va bien, oui. Bien ou non? Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui. Merci encore une fois, Paweł. Donc, oui. C'était un plaisir pour nous. Comme vous le voyez, c'est pas du tout, malheureusement, le niveau de mesures qui ont été mises en place en France ou en Hollande, par exemple. Donc, on verra qu'est-ce que ça va donner. Et on vous enverra au plus tard demain matin la version française et anglaise de ces 4 alertes. Ils seront divisés thématiquement comme on l'a présenté ici. Et ensuite, on est à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Il y aura les coordonnées, donc n'hésitez pas à nous écrire. On vous répondra avec joie. Merci encore une fois à vous tous. Merci beaucoup à Paweł, Krzysztof, Johanna et Eva. Je vous souhaite une très bonne soirée et de toute façon, à mon avis, assez rapidement via ces vidéoconférences. On reste en contact. Et merci Monica. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir. Ciao.